considérable. Il s'agissait, comme chacun le sait, d'un événement scientifique qui a eu lieu donc en Égypte, au Caire. Ce colloque a réuni une vingtaine d'experts en matière d'égyptologie, parmi les plus éminents au monde. Le colloque s'était déroulé en 2 temps. La première partie, du 28 au 31 janvier 1974, avait été consacrée au peuplement de l'Égypte ancienne. La seconde partie, qui s'était déroulée du 1er au 3 février 1974, a porté sur le déchiffrement de l'écriture méroïtique. Les participants à ce colloque étaient le professeur Abdelgadir Abdallah du Soudan, le professeur Abou Bakr de l'Égypte, Madame Nicole Blanc de France, le professeur De Bono de Malte, le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal, le professeur Galab d'Égypte, le professeur Habashi d'Égypte, le professeur Holver de la Finlande, Madame Gordon Jacquet des États-Unis d'Amérique, le professeur Hussein d'Égypte, le professeur Kaiser d'Allemagne, le professeur Leclan de France, le professeur Gamal Mokhtar d'Égypte, le professeur El Naduri d'Égypte, le professeur Théophile Obenga de la République du Congo, le professeur Sonron de la France, le professeur Seif Soderberg de la Suède, le professeur Chini du Canada, le professeur Vercouter de France, les professeurs Hinze, Knorosov, Piotrowski, Kizerbo avaient été invités, mais n'étaient pas présents parce qu'ils étaient empêchés. Ce colloque, s'agissant du premier volet, à savoir le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, portait sur l'origine des anciens Égyptiens. Plus précisément, l'origine ethnique de la population qui, effectivement, a créé la civilisation pharaonique. Et cette question était une question d'autant plus sensible que l'UNESCO avait décidé, dans le cadre de son projet de la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, de consacrer à ce volume 2 tout un débat, tout un colloque. Et c'est pour cela que les experts avaient été réunis au Caire même, en Égypte, pour se prononcer de façon scientifique et non pas idéologique ou passionnelle sur le type humain qui a peuplé la vallée du Nil égyptienne. 4 sources, 4 catégories de sources avaient été sollicitées par les experts. D'abord, les sources anthropologiques, donc l'anthropologie physique. Comme chacun le sait, l'examen des restes humains, donc des squelettes et aussi des vestiges de peau examinables, montre que on peut toujours déterminer le type humain, n'est-ce pas, qui a créé cette civilisation par l'ostéologie, par les tests du dosage de la mélanine des peaux examinables des momies, mais aussi par tous les autres procédés de l'anthropologie physique, notamment la génétique. La deuxième catégorie de sources relève de l'iconographie, les sources iconographiques. En effet, la statuaire et l'iconographie peinte, la peinture dans les tombeaux même, peuvent nous donner des indices pour déterminer le type humain qui est à l'origine de cette civilisation pharaonique. Troisièmement, les sources linguistiques, car la langue parlée par une population peut être classée dans la famille des langues parlées dans le monde. Et si l'Égyptien ancien, contre toute attente,
était classé dans le groupe sémitique, s'il est classé dans le groupe berbère du Siwa Orifin, s'il est classé dans le sino-austrien de la Corée jusqu'à la Chine, s'il est classé dans ce qu'on appelle l'indo-européen, à ce moment-là, on ne peut plus dire que les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs. Parce que les autres langues africaines ne sont pas classées dans ces 4 groupes dont je viens de parler. Or, il existe une méthode infaillible qui permet justement de classer les langues du point de vue de la parenté génétique. Cette méthode, c'est la linguistique historique comparative. Donc, l'usage, le recours à cette méthode peut permettre de déterminer le statut parental de la langue que parlaient les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique. La dernière catégorie de sources, ce sont les sources culturelles, c'est-à-dire l'anthropologie culturelle. Si, compte tenu d'attente, les anciens Égyptiens avaient la même culture que les Indo-Européens, la même culture que les Sémites, la même culture que les Berbères, et, pourquoi ne pas le dire aussi, la même culture que les populations asiatiques, qu'on appelle les centenaires, la science écartera évidemment la culture égyptienne de l'Afrique noire, du reste de l'Afrique noire. Si par contre, des traits culturels rémanents qui ne concernent que les Noirs africains, le matriarcat, le totémisme, etc., se retrouvent, la royauté sacrée se retrouve chez les anciens Égyptiens, on ne peut plus exclure une présomption de parenté au plan culturel entre les anciens Égyptiens et le reste de l'Afrique noire. C'était ça l'enjeu du colloque. 2 thèses étaient en présence et s'affrontaient sur le terrain de la science, et ces thèses, dans leur formulation radicale, sont présentées de la façon suivante dans le rapport du professeur Vercouter, donc le rapport qui a servi de base pour les experts 2 ans avant le colloque pour fourbir leurs armes. Parce que le problème, c'était il fallait absolument que ce colloque fût concluant et décisif. Il ne fallait pas revenir encore pour dire on n'a pas une idée claire de l'origine des anciens Égyptiens. On avait donc demandé aux experts de prendre toutes leurs dispositions, puisque ce qui est engagé, c'est la qualité de l'information scientifique des uns et des autres, par-delà les préjugés accumulés en 1 siècle et demi de falsification dans le champ de l'égyptologie. Par conséquent, la première thèse est présentée de la façon suivante. Je la cite de mémoire. À la suite de Elliot Smith, et plus anciennement de Sergi, la population primitive qui occupe la vallée du Nil égyptienne et nubienne, dès le pré-dynastique et jusqu'à la 3e dynastie, appartient à une race brune, méditerranéenne ou encore euro-africaine, improprement appelée Hamite, Chamite ou encore Kamite. Cette population serait leucoderme, donc blanche, même si sa pigmentation est foncée et peut aller jusqu'au noir dès le pré-dynastique. La deuxième thèse, dans sa formulation absolue, est extraite de l'ouvrage du professeur Obenga intitulé « L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Afrique noire », ouvrage paru en 1973 aux éditions Présence africaine. Qu'il me soit permis également de la présenter de mémoire. L'Égypte pharaonique, par l'ethnie de ses habitants et la langue de ceux-ci, appartient en totalité des balbutiements néolithiques jusqu'à la fin des dynasties indigènes au passé humain des Noirs de l'Afrique. Donc, 2 thèses étaient absolument en présence. La première insinue que la civilisation égyptienne aurait été créée depuis le pré-dynastique par des blancs à peau brune ou noire. La deuxième insinue que cette civilisation a été créée par des noirs à peau noire.
et que ces Noirs étaient des Africains noirs qui ont vécu des millénaires en Afrique noire. Étant donné l'extrême clarté de ce positionnement des thèses, la balance des débats a donc permis de conclure. Et cette conclusion générale, on ne peut pas ne pas la citer en préambule à nos travaux de ce jour. Je la cite. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Donc, c'est un détracteur de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, reconnu comme tel, le professeur Davis, qui avait été chargé de rédiger ce rapport. Et il conclut, malgré son intime conviction, à un déséquilibre qui s'est opéré en faveur des thèses de l'école africaine d'égyptologie contre le reste du monde. Donc les experts qui avaient été pressentis pour ce débat étaient les meilleurs spécialistes du monde. On peut refaire le colloque du Caire tant qu'on voudra. L'histoire retiendra qu'il y a eu un tournant dans l'historiographie africaine. Que l'historiographie africaine est devenue le bréviaire de l'historiographie mondiale, tout court. En d'autres termes, qu'on ne peut pas rédiger l'histoire de l'Europe scientifiquement, l'histoire de l'Asie scientifiquement, l'histoire de l'Océanie scientifiquement, et a fortiori l'histoire de l'Amérique scientifiquement, sans partie de l'Afrique. Autrement dit, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. L'Afrique est la matrice des civilisations qui ont fleuri en Europe, en Océanie, en Asie et en Amérique. Et ce, depuis ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur. Donc, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, ce n'est pas le débat tel qu'il avait eu lieu au Caire. Je l'ai rappelé, parce que ce débat a donné lieu à ce qu'on appelle des recommandations. C'est-à-dire, les savants ont proposé des recommandations et ont demandé aux chercheurs du monde entier de se conformer à ces recommandations. D'abord, il y a les recommandations qui concernent l'anthropologie physique. Je cite un extrait. Il est souhaitable qu'une enquête internationale soit organisée par l'UNESCO, soit par consultations universitaires dans un nombre suffisant de pays, soit par consultations individuelles d'experts internationalement réputés, soit par la réunion d'un nouveau colloque en vue de fixer les normes rigoureuses relatives à la définition des races et de l'identification raciale des squelettes exhumés. Le concours des services médicaux de tous les pays membres de l'UNESCO est exigé aux fins d'observation statistique lors des autopsies sur les caractéristiques ostéologiques des squelettes égyptiens. Un nouvel examen du matériel humain déjà entreposé dans les musées du monde entier, ainsi que l'examen rapide de celui qu'ont dégagé d'ores et déjà des fouilles récentes en Égypte, en particulier dans le delta du Nil, doit permettre d'enrichir le nombre d'informations disponibles. Les autorités égyptiennes doivent faciliter, dans toute la mesure du possible, les enquêtes à entreprendre sur les vestiges de peau examinables et elles doivent accepter de créer un département spécialisé d'anthropologie physique à cet effet. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les migrations. Une enquête archéologique systématique sur les périodes les plus anciennes de l'occupation humaine du delta doit être entreprise et diligentée. Cette opération pourrait être précédée par l'analyse d'une carotte prélevée dans le sol même du delta. L'étude et la datation de cette carotte géologique pourraient être effectuées simultanément au Caire et à Dakar. Une enquête comparable doit être diligentée dans les régions sahariennes proches de l'Égypte et dans les oasis. Cette enquête devrait consister en outre en une étude simultanée des dessins et peintures rupestres
ainsi que de l'ensemble du matériel archéologique disponible. Elle pourrait là encore être accompagnée de prélèvements géologiques à dater et à analyser. Une enquête dans la vallée même du Nil, comparable à celle qui a été menée en Nubie septentrionale et qui porterait notamment sur les sépultures non pharaoniques et sur l'étude des cultures matérielles anciennes et en général sur la préhistoire de l'ensemble de la vallée du Nil devrait être menée. Une enquête sur les vestiges paléo-africains de l'iconographie égyptienne et leur signification historique. L'exemple des peaux du babouin et la peau de panthère ont été retenus comme très positifs par le colloque. D'autres pourraient sans aucun doute être découvertes. J'en arrive au point qui nous intéresse, les recommandations de la linguistique. Il est dit ceci. La coopération des spécialistes de linguistique comparée devrait être mise à contribution sur le plan international pour établir toutes les corrélations possibles entre les langues africaines et l'égyptien ancien. Enfin, la recommandation relative à la méthode inter- et pluridisciplinaire. Le collectif souhaite vivement des études interdisciplinaires régionales dans plusieurs régions, en priorité le Darfour, la région entre Nil et mer Rouge, la bordure orientale du Sahara, la région nilotique au sud du 10e parallèle, la vallée du Nil entre la 2e et la 7e cataracte. Le colloque souhaite que soit effectuée d'urgence une enquête interdisciplinaire sur les populations en voie de disparition telles que les Kaou-Kaou. Donc, ces quatre résolutions, de ces quatre recommandations, la plus importante à nos yeux est celle-ci. C'est la recommandation relative à la linguistique. Car, s'il est admis que l'égyptien pharaonique et le copte sont génétiquement apparentés aux langues négro-africaines modernes, cela veut dire, 1. Que la totalité du patrimoine scientifique, culturel, spirituel, artistique de l'Égypte antique appartient aux populations noires. Parce que c'est la langue qui est le véhicule du patrimoine. C'est la langue qui est la cristallisation de la pensée et du patrimoine. Donc, si les Égyptiens parlaient une langue négro-africaine ancienne, leur patrimoine appartient en totalité à l'Afrique noire et à ses descendants dispersés dans le monde, ce qu'on appelle les afro-descendants. Deuxièmement, il en résulte que les papyrus de mathématiques, de physique, d'astronomie, de médecine, d'architecture, de philosophie, etc., appartiennent en totalité à l'Afrique noire. Donc, cela veut dire que les papyrus qui ont été rédigés dans cette langue négro-africaine ancienne appartiennent au peuple négro-africain qui vivent actuellement en Afrique et ailleurs dans le monde. Troisièmement, ces papyrus étant les plus anciens d'après les documents écrits de l'humanité. Ces papyrus sont donc aussi les premières tentatives dans l'histoire de l'humanité de faire des sciences, les lettres, les arts et toutes les formes de sciences ou de connaissances que l'humanité a accumulées depuis la nuit des temps. Je voudrais donc dire à ce stade, après avoir situé brièvement les enjeux, que l'Afrique est aujourd'hui le seul continent qui peut présenter des documents écrits depuis ce que j'appellerais le néolithique. Ce qu'on appelle les cunéiformes, c'est-à-dire les écritures en clous de la Mésopotamie, c'est 2450 avant notre ère. Les premières traces d'écriture dans la vallée du Nil, égypto-nubienne, si on tient compte de ce qu'on appelle les pétroglyphes, c'est moins 5000, c'est 5000 ans. Donc 3000 ans avant la Mésopotamie.
Or, l'écriture est un élément déterminant de la conquête de la civilisation. Parce que c'est à partir de l'écriture que les êtres humains fixent et collationnent les archives. Donc si on veut étudier les archives et les annales de l'histoire de l'humanité, il faut partir de l'Afrique. Les premières archives et les annales de l'histoire de l'humanité. Au demeurant, l'Afrique est le seul continent qui, à ces hautes époques, avait un mot pour dire annales. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mot pour dire annales en Mésopotamie, ça n'existe pas. On n'a pas de mot pour dire annales dans la Chine ancienne. On n'a pas de mot pour dire annales dans les civilisations mésoaméricaines. À plus forte raison, on n'a pas de mot pour dire annales dans les civilisations européennes et sémitiques. Par conséquent, c'est en Afrique qu'on trouve les premières annales écrites dans l'histoire humaine. Donc, on continue à dire, contre toute vraisemblance, que l'Afrique est le continent de l'oralité. Mais non, l'Afrique est le continent où il y a le plus grand nombre d'écritures. Par contre, l'Europe n'a pas connu d'écriture autochtone. L'Europe a connu des alphabets. Or, un alphabet, c'est 24 signes. Une écriture, c'est un système entier. Cela m'amène donc à définir scientifiquement et techniquement la notion d'écriture. Parce qu'on prend souvent des manifestations d'incision, de traces, de je ne sais quoi, pour des écritures. Non, non, non. On appelle écriture un système de notation des sons articulés d'une langue par la fixation de graphies qu'on appelle des graphèmes sur des supports variés. Donc, ce n'est pas l'alphabet qui est important. Ce qui est important, c'est l'écriture. S'il en est ainsi, toutes les écritures viennent d'Afrique. Toutes les écritures du monde viennent d'Afrique. D'abord, je voudrais très brièvement mettre l'accent sur ce que je peux qualifier de tradition de l'écriture en Afrique. J'y reviendrai tout à l'heure, chemin faisant. Il y a d'abord les pétroglyphes, c'est-à-dire les graphies, les textes, les messages codés qui avaient été laissés sur les peintures rupestres depuis le bassin du Congo. Et ça, c'est du paléolithique supérieur jusqu'au néolithique. Donc, on trouve des peintures rupestres qui datent de 70 000 ans avant notre ère. Et où il y a déjà des signes qui préfigurent les signes pharaoniques. Les experts ne les étudient pas, mais un Italien qui s'appelle Anati, est un spécialiste de cette question. Donc, il en résulte que les hiéroglyphes égyptiens, ce qu'on appelle hiéroglyphes, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, sont les premiers documents historiques de l'histoire humaine. Nous sommes à partir de moins 5000 déjà. Donc la date qui est généralement donnée, 3300, c'est la date de la palette de Narmer. Mais avant la palette de Narmer, il y avait d'autres documents dont on ne parle pas et dont nous allons parler au cours de cette formation. Donc les hiéroglyphes égyptiens ont donné naissance à une cursive. Cette cursive s'appelle l'écriture hiératique. Donc c'est de 3000 ans avant notre ère jusqu'à 2423 avant notre ère. C'est de cette cursive hiératique égyptienne qu'est sorti l'arabe, qu'est sorti l'hébreu, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'alphabet arabe, l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire l'hébreu carré, etc., etc. Ensuite, il y a l'écriture démotique égyptienne qui date de 1000 avant notre ère jusqu'en 656 avant notre ère. Donc cette écriture-là, c'est là où on a les décrets administratifs, le démotique. C'est-à-dire quand il y a des documents du pharaon, quand il y a les documents du grand trésorier royal, quand il y a les documents des grands jurisconsultes, c'est dans cette cursive que nous avons ça. Il y a ensuite l'écriture démotique méroïtique.
qu'il ne faut pas confondre avec la langue méroïtique. Ce qui n'a pas été déchiffré, c'est la langue méroïtique. L'écriture est déchiffrée depuis. C'est l'écriture des Soudanais, des Noirs Soudanais. Ensuite, il y a les hiéroglyphes nubiens de la période de ce qu'on appelle Kerma, de la période de Napata et de la période donc des Kandas. Donc cette écriture a été utilisée par les Nubiens au moment où ils ont fait des millénaires d'histoire de la civilisation humaine. J'en viens maintenant aux écritures de l'Afrique noire actuelle que nous n'étudions plus. Ce n'est pas parce que nous n'étudions pas que ça n'existe pas. Il y a d'abord les hiéroglyphes de la famille soudanaise. On appelle Soudan toute la région qui va de Khartoum jusqu'à l'Afrique occidentale actuelle, jusqu'en Sénégambie. Il y a l'écriture des Dogons. Il y a l'écriture Bambara. Il y a l'écriture Bozo. Et il y a les hiéroglyphes atlantiques. L'écriture Nsibidi. L'écriture Yoruba. L'écriture Bamoun, qui est en usage encore dans les cercles d'initiés camerounais. L'écriture Vaille. L'écriture Mende. Il y a les hiéroglyphes de l'Afrique centrale. L'écriture des peuples Vili, Loango. L'écriture Kibundu, nous sommes en Angola, les Ovibundu. L'écriture des populations Shona, qui sont aujourd'hui les responsables des grandes merveilles du Grand Zimbabwe. Il y a l'écriture des Zoulous, toutes ces écritures-là. Et puis il y a l'écriture orientale, l'écriture Jikandi du Kenya, l'écriture Kamba, des Kikuyu du Kenya, l'écriture des Somaliens, l'écriture des Érythréens, et surtout l'écriture de la civilisation de l'Abyssinie, depuis Aksum. C'est ce qu'utilisaient les Négus. C'est dans cette écriture qu'il y a ce qu'on appelle le Cabral Négas, c'est-à-dire la chronique des rois de l'Égypte antique, dont nous avons le livre ici à Taméry. Donc, ce que je viens de dire, ça s'appelle la paléographie et l'épigraphie de l'Afrique noire. Paléographie, ça veut dire quoi? L'étude des écritures les plus anciennes. Épigraphie, ça veut dire quoi? L'étude des écritures que nous pouvons lire encore aujourd'hui et qui sont en usage encore dans des siècles de ce que j'appelle les détenteurs de la science sacrée dans l'Afrique noire d'aujourd'hui. Qu'il me soit permis, très brièvement, de rappeler un fait. Même si certains veulent minimiser la portée de nos travaux, ce qu'ils ne peuvent pas supprimer, biffer, faire disparaître, ce sont les traces qui resteront dans l'histoire. La première revue d'égyptologie et des civilisations dues à des Noirs africains, dans le sillage de Cheikh Anta Diop, est parue en février 1992. On ne peut pas écarter le fait que j'ai écrit un article dans cette revue. Donc, on ne peut pas m'enlever de l'histoire. On peut avoir la volonté, mais on n'en a pas la possibilité. Et cet article est intitulé « Étude comparée de l'écriture sacrée du Dahomey et des hiéroglyphes de l'ancienne Égypte ». L'écriture sacrée du Dahomey est une réplique de l'écriture Yoruba qui était en vigueur depuis Ile-Ife, Oyo, Ijebu, Ketu. Donc, dans mon article, qu'on peut voir ici, j'ai mis en évidence les mêmes procédés systémiques avec l'Égyptien ancien. Donc, il existe dans l'écriture sacrée du Dahomey des similarités, pour ne pas dire une identité, en ce qui concerne la formation des signes. J'ai donc illustré cela par le décodage de deux noms de rois. Le premier, c'est le roi Webadja, dont on voit ici de toute évidence
le cartouche, qui est un rectangle, et le roi Béhanzin, dont on voit le cartouche ici. Le roi Webadja a régné de 1645 à 1685, donc pendant 40. Et le roi Béhanzin a régné de 1889 à 1894, date de sa déportation en Martinique, suite à ce qu'on appelle la résistance du Dahomey contre la France. Dans l'histoire générale de l'Afrique, il y a un article extrêmement dense du linguiste sénégalais Pathé Diagne et qui est intitulé Histoire et linguistique. Le professeur Pathé Diagne écrit notamment à la page 278 du volume 1 de l'histoire générale de l'Afrique, qui concernait la méthodologie et la préhistoire africaine, la phrase que je cite. La récade du roi du Dahomey d'Akodonou, décrite naguère par le hérissé, montre encore plus clairement le principe du hiéroglyphe dahoméen. Le texte de la lame de hache peut être lu ainsi. Il y a un symbole pictographique représentant un silex qu'on appelle Da. En bas, le dessin de la terre qu'on appelle Ko, avec un trou au milieu qu'on appelle Donou. Ces signes sont donc des pictogrammes utilisés ici comme des pictophonogrammes. En les réunissant dans une sorte de rebut à propos du nom du pharaon de la palette de Narmer, on lit le nom du roi Dahomey d'Akodonou en suivant les mêmes procédés que celui que suivait le scribe égyptien. L'écriture dahoméenne rencontre donc le hiéroglyphe pharaonique par ses principes mêmes et son esprit. Elle révèle ainsi les trois techniques auxquelles se réfère la graphie égyptienne: l'image pictographique, le symbole idéographique, le signe pictophonographique. Pathé Diagne. Moi, je dis ceci. En tant que déchiffreur de l'écriture de mes ancêtres, je dis ceci. Le nom du roi Webadja doit se lire de la façon suivante. Nous avons un poisson, oui, une nasse, Adja, et une roue casse-tête, Alikpota. L'ensemble, selon le procédé qui est également en vigueur dans l'écriture hiéroglyphique, signifie Wegbe Adjamayaja. Formule que nous rendons par le poisson qui a échappé à la nasse n'y retournera plus jamais. Ce premier stade de notre déchiffrement, celui de l'identification des signes et de leur convention scripturale en formule intelligible, est purement descriptif et ne nous renseigne guère sur la signification métaphysique profonde de la dite formule. La plupart des historiens se contentent de la répéter sans jamais prendre soin de l'analyser, de l'expliciter, de la disséquer. Peut-on suggérer, à partir des hiéroglyphes égyptiens, une méthode scientifique susceptible d'assurer le décodage des signes du Dahomey? Notre réponse est affirmative. On peut donc suivre deux étapes. Petit a, le principe d'interprétation à portée singulière. Le prince Aho, symbolisé totémiquement par le poisson Wé, de simple sujet qu'il était, celui qui ne s'appartenait pas lui-même, d'où le symbole de la nasse, est devenu le roi, et comme tel, il est supposé être sorti de la nasse, et plus rien ne le ramènera dans la nasse, c'est-à-dire ne le fera déchoir. B. Principe d'interprétation à portée universelle. Quiconque a réussi à échapper à la condition initiale de la servitude, Adja ou Nas, doit aimer passionnément la liberté, c'est-à-dire doit s'extraire de la nasse, et il n'est dans le pouvoir de personne de le ramener, une fois qu'il en est sorti, dans la nasse. Page 66
du déchiffrement de Kovirek Mirai en direct. Donc, en ce qui concerne l'armoirie du roi Béhéanzi, que les Blancs appellent Béhanzin par erreur, elle est conçue de la même façon. Nous avons un requin, Bowele, en Fongbé, véritable signe actif, qui est synonyme de celui qui relève le défi. Le requin des mers, le prince Vidaro, doit empêcher les navires ennemis des Blancs d'accoster. Nous avons ensuite le signe Hin, bras levé comme le Ka égyptien, qui évoque toute idée de captation, de réception d'un don, d'un présent ou d'un cadeau. Il signifie littéralement prendre possession de, accepter, tenir fermement. Il rappelle très précisément le phonogramme militaire égyptien K, notion ontologique, la section D28 de la nomenclature des signes de Gardiner. Ces deux bras levés possèdent au sens fort un œuf cosmique. Celui-ci symbolise par ricochet la fécondité et la fertilité et est associé de ce fait à la terre-mère, Haï. Le dernier signe au registre supérieur est un symbole phallique attribué au culte d'Elegbara, la réplique dahoméenne du dieu égyptien Min, et signifie littéralement le désir au sens de procréer, féconder, ensemencer. L'ensemble se lie donc au terme de notre système de décodage, Béhéanzi, Aïdjoé, c'est-à-dire l'univers possède enfin l'œuf cosmique que la Terre désirait ardemment féconder. Ce symbolisme est un héritage culturel de la vallée du Nil égypto-nubienne. Les rapprochements qui sont proposés dans la suite de mon article ne peuvent en aucun cas être remis en cause par quelque érudit que ce soit. Cette méthode a été généralisée donc pour les autres rois. Le premier de tous, Ganirassou, pour le roi Agonglo, dont le nom signifie Soedjedeba Agonglo, c'est-à-dire la foudre s'est abattue sur le palmier, mais l'ananas qui était à l'ombre du palmier a été miraculeusement épargné. Nous avons également le roi Pengla. Nous avons le roi Glélé. Glélilé Magnonfli, c'est-à-dire le champ labouré ne saurait en aucun cas être soulevé. Ainsi de suite, jusqu'à tous les rois que vous connaissez, que nous connaissons tous. Donc, ce que j'essaie de faire pour comprendre les Médounétaires,